passer, si vous voulez bien, merci, un grand merci Magali, mais on va continuer là-dessus, on va peut-être passer aux questions. Alors, si vous voulez en poser, vous me le dites et vous sautez sur le micro, sinon malheureusement je vais encore le garder, parce que moi j'ai plein de questions à vous poser. Qui a envie de... ou avant que ça vous vienne alors, même question, pardon d'être obsédé, aussi côté, j'allais dire, de l'organisation, de la structure, de l'employeur et autres peut-être globalement pour vous. Alors, on l'a bien compris, moi ce qui me frappe, je veux dire, sur ce que vous dites là, et alors c'est marrant parce que dans un tout autre domaine, hier on était sur les exosquelettes, non pas en prévention primaire, mais en prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire réintégration à l'emploi, maintien en emploi, inclusion du handicap et autres, et on voit bien des choses qui sont complètement similaires et qui sont l'attention à la personne, à l'individu personnel complètement avant le reste. On voit bien aussi le temps long là-dessus et que ça se fait pas comme ça. Mais il y a cette fois-ci vu de l'autre côté. Donc j'ai bien compris Magali que vous étiez plutôt sur la partie individuelle, donc globalement de la personne. J'ai retenu aussi dans ce que vous disiez qu'il y avait un tiers un tiers de vos patients, si on peut dire, qui allaient reprendre leur propre job, que vous les accompagnez individuellement là-dessus. Vous de votre côté aussi, quelle est l'expérience, j'allais dire un peu avec recul, de l'interface que vous pouvez avoir avec votre organisation pour, si je peux me permettre, et pardon, mais qu'elle tire les enseignements positifs aux uns et aux autres de vos actions, globalement de vos actions à vous, et de ce qui est quand même fondamentalement l'évolution des besoins et des attentes, d'ailleurs des attentes au travail des salariés. Voilà, donc qui veut sauter sur le micro? Bon, je continue, je vais vous répondre assez rapidement. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'accompagne la direction de la santé mentale du groupe Ramsay sur ces questions-là, puisqu'on a cette expertise, ils m'ont demandé de les conseiller sur le sujet. Alors, nous avons depuis 3 ans un observatoire avec des questionnaires, des évaluations qui sont faites régulièrement, qui font remonter le vécu des soignants dans les établissements Ramsay. Voilà, et à partir duquel nous essayons de travailler pour amener des améliorations. Nous avons également, donc suite à notre expérience, proposé qu'il y ait notamment pendant la crise sanitaire et après la crise sanitaire, la formation des managers. Vous l'avez souligné, je crois, tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de fondamental, qu'un manager apprenne à manager, oui, mais apprennent aussi à repérer. Alors, je tique un peu sur le mot parce que je pense qu'en management, il n'y a pas que de l'apprentissage théorique. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'expérientiel, de vécu, voilà. Mais voilà, donc les managers sont sensibilisés en tout cas à repérer ces signes de souffrance chez les salariés. Voilà, ça fait bon. Je vais un peu vite. On va revenir en débat là-dessus. Moi, j'aimerais bien revenir, Sabrine, sur ce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur vos ateliers, parce que on voit bien. Là, on est complètement dans l'interface entre les deux, c'est-à-dire à la fois le travail et la prise en compte de l'individu, et en même temps la prise en compte de sa structure, puisque là-dedans, dans vos ateliers, se côtoient, j'allais dire, des profils tout à fait différents. Et donc, puis ma question elle est un peu là. Comment est-ce que, formellement ou pas, la structure arrive à capitaliser sur ce que vous faites? Alors, je sais bien que vous faites ça depuis 15 mois, donc c'est pas très vieux, mais quand même. Il faut savoir que pour une entreprise, un salarié qui est présent, un salarié qui travaille, un salarié qui évite des conflits avec les patients, des familles de patients ou avec ses collègues, c'est toujours mieux. Le sous-effectif coûte cher pour un établissement. Alors après, c'est le nerf de la guerre. Quand on travaille avec des directions, il faut comprendre... ils n'ont pas forcément le même regard sur nous, alors nous on les appelle les hospitaliers, donc tous ceux qui travaillent à l'hôpital. Donc il faut, c'est le côté argent. Donc dire, miser sur une psy du travail et des organisations, miser sur des ateliers, miser sur la santé mentale. Derrière, c'est un coût financier en moins parce que quelqu'un qui en repère vite, c'est un arrêt qui est plus court qu'un arrêt de plus d'1 an. Parce que on va le sortir, comme a dit Magali, c'est long. Donc on va essayer de repérer rapidement avec le médecin du travail, l'extraire, parce qu'il faut l'extraire à un moment donné du travail, mais sur un arrêt plus court, un accompagnement en parallèle. Donc là, c'est le côté psy-travail, donc on investit financièrement sur moi, et puis avec un mi-temps thérapeutique et un accompagnement de l'encadrement sur le mi-temps thérapeutique.
de comment lui parler, comment faire attention, voilà, de lui dire sur la vie d'aptitude, de pas faire d'astreinte, de pas faire de garde, de pas faire de nuit quand il y a de l'alternance. Voilà, pour essayer moi j'appelle ça la jauge d'énergie, pour cette jauge d'énergie remonte et qu'elle soit pas en dessous du seuil. Donc quand on a il faut miser là-dessus sur l'encadrement, sur l'aspect financier de nos directions. C'est sous-effectif, ça coûte cher, les vacataires, ça coûte cher. Donc miser sur votre personnel. Aujourd'hui on parle beaucoup de attractivité, fidélisation. D'abord fidélisons, parce que former coûte très cher. Ça c'est un truc qui est tout à fait important. C'est effectivement le côté attractivité, à la fois pour le recrutement, mais aussi pour la fidélisation, parce que le coût de ce qu'on appelle le turnover est très très important globalement là-dedans. Alors un peu, je vais le retourner. Alors vos réactions, pardon, on va revenir. Hein. Vos réactions, vos questions à vous, expérience, les uns les autres sur ces questions. Soit, j'imagine, si vous êtes là, comme dirait Magali, c'est pas seulement parce qu'il y avait de la lumière, mais c'est parce que quelque part il y a quelque chose qui vous parle et qui vous parle aussi dans toutes ces questions. Voilà, Christian, ouais, pardon. Je t'apporte mon micro. Alors le micro comme ça pour que je puisse prendre des photos. Merci, Christian Aliès. Donc, oui, Christian Aliès. Donc, je vais parler de mon expérience un petit peu. Une question liée à mon expérience de directeur à l'ANACT déjà. Et Anne-Marie, simplement, à titre d'information, j'étais sur le stand de la CNRACL tout à l'heure, on a travaillé avec eux. Il y a des données sur la sinistralité dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières. Donc ça peut intéresser les auditeurs. Je crois que la dernière date de 2022 de mémoire, qui permet justement d'avoir quelques éléments sur la sinistralité. Voilà, Florence, je sais qu'elle est là cet après-midi. Bon, là j'interviens plus en tant que conseil aujourd'hui. Et une question, j'étais au congrès à Montpellier, vous y étiez peut-être aussi en tant que médecin du travail il y a quelques semaines. Et moi, ce que j'en ressors, si je devais synthétiser tous les ateliers que j'ai pu faire ou les conférences, c'est qu'il y a un thème quand même majeur qui ressort, c'est la notion de coopération. La notion de coopération au sein des services santé-travail ou au sein des cercles prévention, tout, voilà. Et ma question, elle est, est-ce qu'il n'y a pas un travail aujourd'hui qui émerge dans les services santé ou dans les services de prévention du monde hospitalier sur c'est quoi le management finalement en lien entre le je et le nous, comme dit Charles Benoît Heitzig, avec qui j'étais encore la semaine dernière, qui dit finalement on a le je et le nous à traiter lorsqu'on en est dans le monde hospitalier ou même dans le monde universitaire, puisque j'interviens beaucoup dans le monde universitaire. Donc l'idée, ma question, elle est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une révélation, je dirais, de cette problématique du management dans les services santé-travail internes du monde hospitalier? Voilà, c'est ma question. Merci Christian. Question fort pertinente effectivement et aussi du co-travail entre des lignes qui se sont ignorées pendant longtemps. Encore une fois, pardon, moi pour avoir fréquenté du côté utilisateur, si on peut dire, le monde hospitalier, c'est vrai que ce qu'on qualifiait avant pour, j'allais dire l'ancien régime, pardon, mais qui était la fameuse cascade de mépris entre les différentes lignes. Là, on avait quand même un peu le truc avec, il y a les praticiens hospitaliers et les autres, il y a les infirmières et les autres, et voilà. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est en train quand même globalement de bouger de façon au moins importante, et on retrouve le concept que disait Christian de coopération et de collaboration. Votre sentiment, peut-être Carline, là-dessus. Alors moi, mon sentiment, j'ai pas de connaissance d'association ou de collaboration. On est peut-être nous dans notre petit monde toutes les deux, Sabrine et moi. Alors toujours en train de réfléchir, certes, mais le côté management, bien sûr, qu'il émerge depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus gérer des équipes comme on le faisait il y a 20 ans. Moi, je fais toujours le corollaire avec mon début d'exercice à l'AP. Et ce que les salariés me disaient, c'est mais aujourd'hui, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, les équipes, c'est plus comme avant. La manière dont les cadres nous parlent, celles qui étaient en fin de carrière
infirmières, alors je dis celles, forcément c'était beaucoup de femmes, vivaient en fait la fin de leur expérience professionnelle avec une dimension complètement différente. Et l'arrivée des jeunes générations, alors on parle souvent des générations Y, de la façon de fonctionner d'un État plutôt centré sur l'individu, un petit peu moins sur le collectif, et avec aujourd'hui une génération qui a tendance à plus bouger que nos infirmières d'il y a 20, 25 ans qui restaient plutôt fidèles dans leurs organisations. Donc il y a cette dimension-là. Et puis clairement, le côté fidélisation, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Vous n'arrivez pas à garder des professionnels dans un service et forcément, vous vous remettez en question. Et la manière dont les modes de management aujourd'hui sont remis en question, moi je le vois sur l'établissement sur lequel on travaille, il y a beaucoup d'attention de la part de la direction sur justement le management. Et aujourd'hui, tout le monde est formé. Moi, je parle par exemple des médecins dans le cadre du cursus universitaire. Du jour au lendemain, on peut être propulsé sur des métiers de coordination. On nous apprend pas à le faire, on nous apprend pas à manager des équipes. Alors, pour moi, il y a une part d'individu et puis ensuite une part de formation. Et si cette formation n'est pas proposée dans les institutions, ben on n'apprend pas à le faire. On n'apprend pas à taper sur l'épaule d'une aide-soignante ou à lui dire bonjour en nommant son prénom le matin. Enfin, je veux dire, la reconnaissance, c'est simple. Connaître son équipe, connaître ses entités, savoir mettre en avant ce qu'elle réalise au quotidien, c'est important. Et il y en a qui savent pas le faire. Et Sabrine pourra vous le décrire mieux que moi. Quand on fait pas attention à ces équipes, elles ne restent pas, elles partent. Merci Carline de redire ça, parce que effectivement il y a une partie bien sûr, j'allais dire formation formelle, mais ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est que c'est un besoin, j'allais dire, de formation informelle, de ce que disait Christian, de formation coopération, et plutôt sous forme quelquefois d'ateliers, il y a d'échanges pour la prise en compte de la personne. Magali, votre expérience à vous de ce côté-là? Moi là, je peux pas répondre sur les services de santé au travail puisque j'y suis pas. Moi, je vais juste faire part de notre expérience dans notre équipe à nous, notre équipe de santé mentale dans mon hôpital de jour. Effectivement, nous, on s'est posé la question et on a beaucoup travaillé cette question aussi de notre fonctionnement d'équipe, parce qu'on s'est rendu compte, on entendait des choses vraiment très très dures, des horreurs de partout, des patients qu'on accueillait, et on s'est dit, mais nous, on va bien. Et pourtant, on entend des trucs horribles toute la journée, mais on va bien, on n'a pas de turnover, on n'a pas d'absentéisme. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas plus doué que les autres. Et en fait, on a essayé de modéliser comment on fonctionnait, et on s'est rendu compte, parce que nous, on fonctionne d'une façon très transdisciplinaire. Moi, dans mon équipe, l'aide-soignante, elle a la même place que la mienne. Son avis est tout aussi intéressant que le mien. Et donc, j'ai une équipe de psycho, avec une aide-soignante, une art-thérapeute, une orthophoniste. Et en fait, on collabore tous ensemble et on s'auto-forme. Et en fait, on s'est rendu compte que notre fonctionnement, il existait, qu'il avait déjà été modélisé au Canada. Voilà, j'en avais pas connaissance en France, mais au Canada, ils appellent ça du peer coaching. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais on s'est rendu compte que c'est ce qu'on faisait, et moi, mon retour, c'est que ça fonctionne très très bien. Donc je crois que ça fait partie des choses que moi, en tout cas, en tant qu'accompagnante de la direction de la santé mentale du groupe pour lequel je travaille, j'essaye de mettre en place. On développe des nouvelles unités actuellement, et on essaye de mettre en place ce même mode de fonctionnement, parce que le retour, c'est que ça fait grandir les équipes, les gens vont bien. On acquiert des compétences ensemble qui nous permettent de travailler ensemble dans la même direction pour le soin. Enfin, voilà, je crois qu'il faut aller explorer un petit peu ce qui existe. Mais ça me fait peur quand vous dites qu'on en est encore à avoir des gens qui ne savent pas dire bonjour à leur aide-soignante. Moi, voilà, j'ai quitté ce monde-là, et c'est vrai que je crois qu'il faut aller explorer ce qui se fait. Les Canadiens sont très avancés. Pas tous, encore une fois, pas tous, bien sûr, surtout le Québec. Mais il y a des publications très intéressantes sur ce sujet. Donc, du management hospitalier, je trouve. On va continuer avec eux. Madame, à vous, je vous vois trépigner. Je voulais vous poser une question. Sur le menton. Ok, comme ça? Comme ça? Moi, je suis médecin du travail dans un hôpital psychiatrique. Je suis jeune médecin, donc j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je trouve très intéressant vos interventions. Effectivement, j'ai vécu un peu les mêmes difficultés, avec surtout en santé mentale, où je dois orienter des soignants vers la psychologue, psychiatre. Et donc, comme on est sur la région, le premier hôpital, on a des difficultés à
à les adresser ailleurs que chez leurs collègues. Donc votre centre pour la prévention, c'est très intéressant. Et j'avais une question pour vous. Quelles sont les manières dont on peut orienter nos soignants vers votre centre, par exemple? Et là, on a parlé finances. C'est qui finance tous ces soins qui doivent être un frein aussi pour une aide-soignante ou quelqu'un qui n'a pas les moyens pour le faire? Oui, alors c'est très intéressant votre question, vous avez Merci raison. de la question. Alors malheureusement, vous avez 2 minutes parce qu'on est en train de me faire signe là-bas qu'il faut qu'on travaille. Bon. Sinon on poursuivra après, mais pour l'orientation, alors pour l'instant, moi, mon centre, c'est un hôpital de jour, il est à Lyon, donc il faut habiter Lyon ou les environs. On est en train de développer cette offre de soins dans d'autres grandes villes, Marseille, Nantes. Enfin voilà, on essaye petit à petit. Et là, ce qui est vraiment très important, et je crois que c'est fondamental. Où ça? Mais par contre, il y a pas de reste à charge. C'est pris en charge par l'assurance maladie, puisque nous, c'est du soin. Voilà. Dans nos centres, tout est pris en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé pour ce qui est de la prestation d'hôpital de jour. Et les consultations médicales sont toutes en secteur 1. Et ça, je crois que c'est fondamental, effectivement. Merci à vous là-dessus. Alors, oui, comme on m'agite des panneaux, je vais vous demander peut-être à chacune une phrase de conclusion, en commençant par vous, Sabrine Cour. Voilà, sur ces questions, sur quoi vous avez envie de centrer l'attention, quel conseil vous donneriez, le tout en 10 secondes. Vous l'avez dit, en fait, faire attention à soi, son changement de comportement et le comportement de ses collègues, et orienter vers des spécialistes. Magali, je vais juste poursuivre, orienter et développer des collaborations. Je vous parlais de nos collaborations avec les acteurs de santé au travail, les médecins G, enfin il y a plein de collaborations à développer et c'est comme ça qu'on pourra parcouriser la prise en charge des soignants. Arline, merci. C'est dur en 10 secondes. Pour mon expérience à moi, c'est l'attention, le sourire. Enfin, moi je peux pas recevoir quelqu'un en consultation sans ne serait-ce que commencer la phrase en disant « Bonjour, mais comment vous allez aujourd'hui ?» même si je ne connais pas la personne. Donc c'est vraiment le focus sur l'autre pour créer cette collaboration, cette communication. Et une fois qu'on a une attention, enfin les gens vous parlent et vous pouvez les emmener très très loin, même s'ils vont pas bien du tout. Merci, en tout cas, merci à vous tous. Alors nos prochains épisodes, prochaine étape, on aura le replay grâce à Jean-Loup Challa, donc lundi, en fait, début de semaine prochaine, complet. Et puis, si vous nous donnez des munitions, on vous les mettra aussi. Comme vous avez mis votre nom, vous l'aurez aussi. Et puis donc, on va reprendre à la rentrée, et particulièrement avec le CNAM, donc le CNAM à Paris, sur toujours prendre soin des soignants et avec des axes divers. Donc, on a les urgences et les crises, j'allais dire dans notre besace. On a toujours notre obsession des exosquelettes, encore une fois, parce que la France est très en retard sur ces questions. On a déjà fait des choses, mais heureusement ça bouge et ça bouge beaucoup et ça bouge vite. Et puis aussi, on a toutes vos questions, donc vous nous les envoyez et vous nous dites, voilà, nous on aimerait bien regarder ça plus particulièrement. Vous avez par exemple de votre côté, si je peux me permettre, notre ancien ministre qui est tout à fait intéressé à ces questions, c'est sur la côté urgence. Alors bon, voilà, c'est un truc particulier. Et puis je vais vous demander surtout d'applaudir nos 3 intervenantes. Merci à elles. Et merci à vous tous et merci à Eric de nous avoir accueillis après l'entretien. À bientôt à tous. Merci.